Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le député Thierno Alassane Sall a déposé ce jeudi une plainte auprès du pôle judiciaire financier pour faire toute la lumière sur l'affaire Azer AE.EPC concernant le marché d'électrification rurale attribué à la société AE.EPC par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, le Conseil national du patronat a organisé la 27e édition des Assises de l'entreprise sous le thème de la souveraineté et la création d'emplois. Ministres et acteurs du secteur privé ont échangé sur la transformation économique du Sénégal dans le cadre de l'agenda Sénégal 2050. Un compte rendu à suivre dans le développement. Reportage du jour, longtemps symbole d'entraide entre les femmes, la tontune évolue aujourd'hui. Hausse des mises et perte de confiance transforme cette pratique conviviale en source de tension et de polémique à suivre dans cette édition. Voilà, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Restez avec nous. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a dévoilé son agenda diplomatique lors du Conseil des ministres de ce mercredi 15 octobre 2025. Le chef de l'État effectuera ainsi une visite de travail au Rwanda le 17 octobre avant de se rendre au Kenya du 19 au 21 octobre 2025. Ces déplacements s'inscrivent dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales et de coopération économique entre le Sénégal et ces deux pays d'Afrique de l'Est. Je vous l'annonçais en titre, le député Thierno Alassane Sall a déposé ce jeudi une plainte auprès du pôle judiciaire financier afin de faire toute la lumière sur l'affaire Azer AE.EPC. Il précise avoir saisi la justice dans le cadre du marché d'électrification rurale attribué à la société AE.EPC par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale Azer. Il est au micro de Mansour Diassé. On devrait être à mi-parcours. Le marché devrait être sur 36 mois. On a déjà couvert près d'une vingtaine de mois depuis le 11 juin, ou plus de 18 mois depuis le 11 juin 2024. Donc, il devait être à mi-parcours. On aurait dû voir au moins 700-800 villages électrifiés dans le cadre de la zone concernée. Puisqu'il est difficile aux autorités sénégalaises de prouver où est-ce que l'argent est rentré, puisque quand on soulève les questions, on fait l'objet de menaces. Je l'ai fait à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je me suis entendu aux autorités sénégalaises que quand on soulève les questions, on fait l'objet de menaces. Fait à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et qui m'ont dit que je risquais d'être électrocuté par ce... Vous avez suivi les derniers développements qui représentent une pour le marché est installée entre la région de Saint-Louis et la région de Toulouse, où devrait être installé, puisqu'un terrain de 10 hectares avait été acquis par l'entreprise AEPA Sénégal pour fabriquer ces poteaux béton. Eh bien, nous irons dans les régions de Louga et de Saint-Louis, s'il plaît à Dieu. Nous irons dans les principaux villages qui figurent dans le marché. Et j'invite les Sénégalais qui se sentent concernés. Parlons toujours de justice. Après un deuxième retour de parquet sollicité par ses avocats, Soya Diagne a été inculpé ce jeudi et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges d'instruction. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, a-t-on appris par nos confrères du Soleil SN. À noter que dans son réquisitoire introductif, le chef du parquet a demandé au doyen des juges d'instruction de lancer un mandat d'arrêt contre Akhenaton pour diffusion de contenu et discours contraires aux bonnes mœurs.
Et puis créés pour le divertissement et le partage, les réseaux sociaux sont devenus un terrain de règlement de comptes et d'exposition sans limite, une dérive que les Sénégalais dénoncent avec vigueur. Les élèves accusent aussi les parents qu'ils jugent peu attentifs à l'éducation numérique et de leurs enfants. Beaucoup appellent l'État à agir rapidement pour encadrer l'usage de ces plateformes et préserver les bonnes valeurs avant qu'il ne soit trop tard. Un reportage signé Ndiaye Abdoulaye Dieye. Clash, insultes et mauvaise influence, les dérives sur les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, une situation qui inquiète ces jeunes apprenants du lycée Maurice Delafosse. Les réseaux sociaux sont devenus des lieux de règlement de compte. Maintenant, tout le monde veut exposer ses problèmes. Devenus pour certains un véritable tribunal des règlements de compte, les réseaux sociaux suscitent la colère de ces lycéens qui interpellent les autorités afin de mettre un terme définitif à ces comportements déviants. Maintenant, les gens confondent les rôles. Pour certains, les réseaux sociaux sont des tribunaux où l'on règle des problèmes, alors qu'ils font fausse route. La meilleure façon de régler un problème, c'est de discuter en tant qu'amis, en toute discrétion. Aïcha, une élève, invite ses camarades, surtout les jeunes filles, à revoir leur attitude en ligne et à soigner leur image. La vie est éphémère, mais l'image reste à jamais, rappelle-t-elle avec sagesse. En tant que femme, il y a des choses que je ne cautionne pas, car je ne les ferai pas. Il y a des images qui restent et il faut toujours éviter de faire des choses qu'on peut regretter demain. Il faut penser aussi aux enfants et à sa famille. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui utilisent tes images pour te faire du chantage ou du harcèlement, ce qui peut même te rendre dépressive. Tout comme les autorités, les parents sont également pointés du doigt pour leur manque de vigilance face à cette dérive numérique grandissante. Je conseille aux parents d'être plus vigilants avec leurs enfants et d'augmenter la surveillance. Certes, quand on est jeune, on a le droit de s'épanouir et de profiter de sa jeunesse, mais il ne faut pas non plus en abuser. Et tout, voilà. Si certains continuent d'y voir un espace d'expression et d'apprentissage, d'autres alertent sur les risques d'excès et appellent à une rééducation numérique pour ces jeunes. Il est urgent de redonner du sens à l'utilisation des réseaux sociaux afin qu'ils redeviennent un outil d'échange, de partage et de valorisation de la culture sénégalaise. Le Conseil national du patronat a organisé ce jeudi 16 octobre la 27e édition des Assises de l'entreprise, placée sous le sceau de la souveraineté et de la création d'emplois. Cette rencontre avec l'État vise à renforcer l'alliance publique-privée et à réfléchir sur la manière dont l'entreprise pourrait contribuer à la transformation économique du Sénégal. Dans le cadre de l'agenda Sénégal 2050, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs ministres ainsi que de nombreux acteurs du secteur privé venus échanger sur les enjeux et perspectives du développement économique national. Un compte-rendu signé Amsatou Gano Serignan. Les assises de l'entreprise organisées par le Conseil national du patronat ont constitué ce jeudi un moment fort de réflexion et de dialogue sur le rôle des entreprises dans la transformation économique du Sénégal. La rencontre a rassemblé ministres et acteurs majeurs du secteur privé, soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre le public et le privé pour impulser un développement durable et inclusif. Le Sénégal a devant lui une fenêtre d'opportunité pour accélérer son industrialisation, renforcer sa souveraineté économique, créer des emplois durables pour la jeunesse. Mais ces objectifs ne seront atteints que si l'État et le secteur privé agissent de concert, avec des programmes structurants, une vision claire et des moyens déployés sur le terrain. Les participants ont exploré des pistes pour renforcer la compétitivité, encourager l'innovation et favoriser l'emploi local tout en répondant aux défis économiques actuels. Selon Baïdi Agne, président du CNP, le secteur privé est prêt à s'engager dans des partenariats productifs. Donc nous sommes ouverts, nous sommes pour un partenariat productif. Nous comprenons parce que dans un pays, nous devons tous savoir si le pays ne va pas bien, personne n'ira bien. Donc nous avons un intérêt ensemble
que notre propre pays aille bien. L'État, pour sa part, reconnaît sa dette envers les entreprises privées, témoignant de sa volonté de régulariser la situation. Bassirou Sarr, représentant du ministère des Finances et du Budget, a indiqué que le ministère avait procédé à un recensement minutieux des entreprises concernées afin d'assurer un paiement diligent et transparent des dettes accumulées. Vous l'avez annoncé, le ministre des Finances et du Budget a saisi l'ensemble des entités du secteur privé pour faire un recensement exhaustif de ce que l'État doit à ces entreprises. C'est un exercice qui est inédit, c'est un exercice de transparence, parce qu'en réalité, les arriérés, c'est un moyen non orthodoxe pour l'État de s'ajuster sur le secteur privé. Et c'est ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est en fait d'arrêter ce financement que l'État se fait sur le secteur privé. Cette initiative du CNP illustre la volonté collective de promouvoir un environnement favorable à la croissance économique en plaçant les entreprises comme piliers essentiels du développement national. Et puis ce jeudi 16 octobre, l'institution de prévoyance maladie IPM a célébré ses 50 ans d'existence, marquant un demi-siècle d'engagement pour la protection sociale et la santé des citoyens. Cet anniversaire a réuni les principaux acteurs du secteur, rappelant le rôle clé de l'institution dans le bien-être collectif. Et puis pour Cheikh Ibra Fall, le président de l'association des gérants de l'IPM, une meilleure santé des salariés est essentielle pour qu'ils puissent produire efficacement. Un reportage signé Amsatou Gano Serignan. Les institutions de prévoyance maladie ont été en effet créées le 14 août 1975 et 14 août 2025, donc nous avons franchi le cap donc, de 50 ans. Vous savez, la protection sociale, c'est dans l'écosystème même de l'entreprise, puisque une entreprise a besoin de protéger ses salariés. Et dans divers risques, donc notamment en matière d'accident du travail, en matière de maladies professionnelles, en matière maintenant aussi de maladies non professionnelles que les IPM prennent en charge, donc la maladie du travailleur et des membres de sa famille. Donc vous voyez que la protection sociale est au cœur même de la performance des entreprises. Maintenant les défis, moi je ne dirais pas que c'est à l'ère du temps, mais c'est un impératif. Aujourd'hui, il nous faut aller vers la transformation numérique. Aujourd'hui, les IPM ont fait 50 ans et aujourd'hui, il faut moderniser l'outil, il faut alléger le parcours de soins. Aujourd'hui, vous me direz que avant, qu'est-ce qu'on faisait? Vous venez à l'IPM, on prend un bon de commande, on vous délivre sur papier, vous prenez les papiers, vous allez chez le médecin, à la pharmacie pour déposer. Maintenant, avec l'ère du numérique, je pense que tout cela doit être maintenant digitalisé, que les assurés puissent accéder aux soins de façon beaucoup plus facile, de façon beaucoup plus rapide, avec célérité, et aussi des soins de qualité, puisque les médecins aussi vont gagner en performance. Ah, forcément, parce que je prends un paradigme aussi trivial que fondamental. Un peuple qui malade ne produit pas. Un salarié malade aussi ne produit pas. Donc vous voyez que la santé est la centralité même de la performance. Il faut des travailleurs sains, des travailleurs en bonne santé pour mieux produire. La productivité du salarié dépend à 99%, pour ne pas dire à 100%, puisque sans la santé, il n'y a pas d'action. Donc à 100%, la productivité du travail repose sur sa bonne santé. Et puis, longtemps symbole d'entraide entre femmes, je vous l'annonçais en titre, la tontine connaît aujourd'hui des mutations profondes, de la hausse des mises à la perte de confiance entre membres. Cette pratique autrefois conviviale devient aujourd'hui pour certaines une source de tension et de polémique. Un reportage signé Ndella Ndiaye, Vieux Ndiaye. La tontine, autrefois symbole d'entraide et de confiance, est une forme de microcrédit entre particuliers. Des membres, souvent des femmes, se regroupent pour verser régulièrement une somme d'argent dans une caisse commune. L'argent récolté est ensuite remis à tour de rôle à chacun selon un ordre établi. Le nombre de participants peut varier d'une dizaine à une vingtaine pour des mises allant de 500 à 50 000 francs CFA. Auparavant, les tontines, c'était pour aider les femmes au foyer surtout qui s'abstenaient de tout et versaient leur argent. Et à la fin, elles font des réalisations extraordinaires. Tel n'est plus le cas. Tu donnes ton argent, à la fin, tu peines à recevoir.
de l'eau rafet. Oui, c'est tontine, il y a beaucoup de turians là-dedans, donc on doit revoir la façon de les faire, puisque beaucoup de personnes, parfois, ils donnent leur argent, mais ils n'arrivent pas à retrouver. Selon ces dames, les multiples problèmes dans les tontines peuvent s'expliquer par le manque de honnêteté et de transparence dans les procédures. Les tontines aussi, des fois, c'est difficile pour certains parce que, imaginons, par exemple, nous vendons la journée 5 000 francs et nous versons ces 5 000 francs pour la tontine. Et à la fin, on reste sans pouvoir payer. Ou bien, on nous verse la tontine qu'on va manger et sans pouvoir le payer. Il ne faut pas être cupide et également il faut être patient, il faut faire comme nos grands-mères. Aujourd'hui, tu vois une femme qui vient à peine de commencer une activité, coûte que coûte, elle veut faire une grande réalisation. Cette nouvelle formule de tontine est source de polémique à cause de la hausse de la mise passant de 500 à 500 000 francs CFA, voire plus. Aujourd'hui, la manière de faire la tontine a beaucoup changé, surtout à travers les réseaux sociaux. Tu vois des gens montrer de l'argent, des sommes exorbitantes, des 15 millions, 10 millions. Je participe à des tontines, mais la mise c'est 2000. Je n'ai pas les moyens, c'est 2000 que j'ai. Donc parfois même il m'arrive de ne pas avoir. Face à ces dérives, beaucoup appellent à une meilleure organisation des tontines, voire à un encadrement légal afin de préserver l'esprit de solidarité qui en faisait autrefois un véritable outil d'entraide et de confiance. Et puis allons à Hambourg, Saly Expo 2025, le premier rendez-vous décentralisé du CICES qui se tiendra à Saly sur la Petite Côte, un événement pour promouvoir le tourisme et l'économie de la région avec 240 stands disponibles et une entrée gratuite. Cet événement suscite un énorme engouement. Le préfet a garanti le respect des engagements avec une visite de terrain prévue pour assurer le bon déroulement des préparatifs. Un compte rendu signé à Soso, Ousmane Vitey. Centralise sa foire à Saly pour l'Expo 2025, un événement mettant en valeur la Petite Côte et son potentiel touristique. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant qu'on sorte de Dakar pour aller voir ce qui se fait de mieux à l'intérieur du pays. Il nous s'agit pour nous maintenant de s'aligner à la vision des nouvelles autorités, à la vision stratégique. C'est quoi? C'est les pôles territoires. Aujourd'hui, le CICES envisage d'avoir dans chaque pôle territoire un centre des expositions. Cette première, elle est très bien partie. Cette première, j'ose bien le dire, sera une belle réussite. Et cette première sera copiée dans chaque pôle territoire. 3 hectares seront aménagés pour l'événement. Un choix est stratégique pour dynamiser la région. Il y a un site de 3 hectares qui a été aménagé exclusivement par la SAPCO. Donc, et toutes les commodités qui accompagneront quand même l'organisation de cette et qui sont en charge de la SAPCO, donc sont respectées. Face à une forte demande de stands, 240 seront finalement disponibles avec une entrée gratuite et des innovations au programme. On était parti au départ sur 180 stands. Mais les premières commandes qu'on a reçues dépassaient déjà largement le nombre de stands qu'on avait prévus. Déjà, rien qu'avec notre partenaire de l'ADPME, nous étions à 500 demandes, rien qu'en une semaine. Aujourd'hui, on va quitter 180 pour aller vers 240 stands. Le respect des engagements est garanti avec une visite de terrain prévue pour valider les installations. À 48 heures, voire 72 heures de l'événement, une visite de terrain sera effectuée avec tous ces services pour voir l'effectivité de la mise en œuvre de ces mesures et au besoin apporter des corrections. Saly Expo 2025, un rendez-vous clé pour l'avenir économique et touristique de la Petite Côte. Merci à Soso. Parlons à présent d'actualité hors de nos frontières. En France, le gouvernement de Sébastien Lecornu échappe à la censure après le rejet de 2 motions à l'Assemblée nationale. Et puis à Madagascar, à la veille de son investiture, le colonel Michael Randlina clarifie sa position sur les institutions et appelle à la stabilité. Aux États-Unis, le président de la République, Donald Trump, a autorisé la CIA à mener des opérations contre le Venezuela. L'essentiel de l'actualité internationale avec Aïssa Touba.
Pour l'actualité hors de nos frontières de ce mercredi 16 octobre 2025, d'abord à Madagascar, à la veille de prêter serment devant la haute cour constitutionnelle vendredi 17 octobre, le colonel Michael Randrianiniran, que beaucoup appellent président désormais, continue de recevoir la population au Cap-Sat, son unité militaire. C'est là que se prépare actuellement la charte de transition censée poser les bases du nouveau régime. En France, l'Assemblée nationale a rejeté jeudi 16 octobre la motion de censure déposée par la France insoumise contre le gouvernement, car le Parti socialiste a décidé de laisser sa chance au Premier ministre Sébastien Lecornu après sa promesse de suspendre la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. La motion déposée par le Rassemblement national est également rejetée. Sébastien Lecornu se dit au travail, satisfait que les débats puissent démarrer. Restons en France, le rappeur Booba est en garde à vue à Paris depuis mercredi 15 octobre. Cette garde à vue, qui peut durer 48 heures, vise à interroger celui dont le vrai nom est Eli Yafa, déjà mis en examen pour harcèlement moral aggravé sur Magali Berda, sur la plainte déposée en août 2024 pour harcèlement moral et cyberharcèlement par James, 39 ans, et sa compagne Demdem, 38 ans. Pour finir, aux États-Unis, Donald Trump a autorisé la CIA à mener des opérations contre le Venezuela, alors que les États-Unis continuent à frapper des bateaux en mer des Caraïbes, les accusant d'appartenir à des narcotrafiquants vénézuéliens. Les tensions entre Washington et Caracas ne cessent de s'accélérer. Parlons sport. La Fédération sénégalaise de football a officialisé ce jeudi la tenue d'un match amical prestige entre le Sénégal et le Brésil, prévu le 15 novembre 2025 à l'Emirates Stadium de Londres. Cette rencontre mettra aux prises les deux grandes nations du football mondial, les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en 2021, et le Brésil, quintuple championne du monde. Ce duel amical s'inscrit dans le cadre de la fenêtre FIFA de novembre. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.